Partie 2, chapitre 1, Natsumi. Jeudi 12 juillet. Mais puisque je vous dis que j'ai été attaquée par un yokai, m'écriai-je en refoulant mes larmes. Pourquoi vous refusez de me croire? Depuis que je suis montée dans l'ambulance, je n'ai cessé de trembler. J'ai l'impression d'étouffer. Assis sur le bord de son bureau, l'homme en blouse blanche devant moi pose une main rassurante sur mon épaule. « Calmez-vous, mademoiselle. Vous êtes en sécurité ici. Tenez, buvez ceci. » Il me tend une tasse fumante remplie d'un liquide orangé. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, méfiante. « Ce ne sont que des plantes. Ça va vous détendre. Ensuite, vous me raconterez ce qui vous est arrivé. » La boisson sent la camomille. Déshydratée, j'en avale une gorgée. Elle a un arrière-goût amer, mais la chaleur me fait du bien. Derrière ses grosses lunettes rondes, le médecin me regarde avec bienveillance en jouant avec la montre à gousset qu'il porte autour du cou. Il doit être âgé d'une 50aine d'années. Tout en lui impose le respect. Je bois jusqu'à la dernière goutte. Je me détends tout de suite. Je m'enfonce dans mon fauteuil et je ferme les yeux. « C'est bien, » dit le médecin d'une voix douce. « Maintenant, j'ai besoin de savoir ce que vous avez vu dans les moindres détails. » J'ouvre les paupières. Il fait osciller sa montre au bout de la chaîne à un rythme régulier, comme un battement de cœur. Des monstres à forme humaine. La montre se balance comme un pendule. Captivée, je la suis des yeux. Regardez-moi, Natsumi, les monstres n'existent pas. Mais ma grand-mère, elle vous racontait des histoires quand vous étiez petite, coupe le médecin. Les yokai, ça n'existe que dans le folklore japonais. Ici, il n'y en a pas. Vous en êtes sûr? Il approche un peu plus son visage du mien et plonge ses yeux dans les miens. Absolument certain. Répétez après moi. À Paris, il n'y a pas de monstres. À Paris, il n'y a pas de monstres. Mais alors, qu'est-ce qui nous a attaqués? M'écriai-je. Calmez-vous, mademoiselle, me rassure le médecin en ralentissant peu à peu les mouvements de la montre. Ma respiration devient plus régulière. Le bar a été attaqué par les membres d'un gang, poursuit-il. Vous étiez au mauvais endroit au mauvais moment. Je hoche la tête. Natsumi, qu'est-ce qui s'est passé? Demande-t-il. Un gang. Le bar a été attaqué par un gang, annonai-je. Et vous avez beaucoup de chance d'être en vie. J'ai eu beaucoup de chance. Mais, dis-je en me raidissant, un des types m'a mordu. Je gratte avec frénésie le gros pansement qu'on m'a fait sur le cou dans l'ambulance. Montrez-moi. Il se penche vers moi, décolle le sparadrap, puis prend une petite boîte métallique dans la poche de poitrine de sa blouse. Elle contient un onguent de couleur rouge, qu'il applique de son index sur ma blessure. 2 trous bien nets. Quand on vous aura accompagné dans votre chambre, vous nettoierez cette tache sur votre cou. Rappelez-vous bien, ce n'est pas votre sang, c'est celui de quelqu'un d'autre, ajoute-t-il en désignant mon col souillé. Pas mon sang, répétai-je. Maintenant, vous allez dormir quelques heures. Votre père est prévenu. Il sera là en fin de matinée. Et je pourrai rentrer chez moi? Demandai-je. Bien sûr. Et vous oublierez tout ce qui s'est passé. Il a détaché chaque syllabe de la dernière phrase. Je cherche mon portable dans ma poche, mais je ne le trouve pas. Il faut que j'appelle Camille. Je ne sais pas si elle va bien. Votre amie est saine et sauve. Vous la contacterez demain matin. S'il vous plaît, implorai-je. Pourquoi ne pas lui envoyer un message? Le médecin descend du bureau, ouvre le tiroir du haut et en sort mon téléphone qu'il me tend. Je vais vous dicter, me sourit-il. Chapitre 2. Camille. Je me réveille avec la désagréable sensation d'étouffer. Dan m'a prise dans ses bras pendant la nuit et il me tient si serré contre lui que je ne peux pas bouger d'1 millimètre. C'est la meilleure. Dire qu'il me fuit dès qu'il en a l'occasion. Je sens sa respiration régulière dans mon cou et la chaleur de son corps dans mon dos. Au bout de quelques minutes, je tente de me dégager. Je ne dois le dire à personne, annonce Dan en relâchant son étreinte. Tu dois surtout me lâcher, murmurai-je. Tu m'écrases. J'ai mal à la tête, gémit-il en se cachant sous l'oreiller. Ça s'appelle une gueule de bois, me moquai-je en sautant au bas du lit. Ça t'apprendra à boire autant.
Je n'ai pas mis les pieds dans cette chambre depuis 4 ans, pensai-je en observant les appareils de musculation qui encombrent la pièce. Leur nombre a doublé depuis la dernière fois. Danny, à propos d'hier soir, il émet un ronflement sonore. Il s'est déjà rendormi, et moi qui avais tant de questions à lui poser. Je fais glisser doucement le drap, découvrant le dos de Dan et sa longue cicatrice sous les omoplates. Elle est fine mais profonde. Je me demande comment il s'est blessé. Je profite de son sommeil pour examiner plus en détail son tatouage à l'épaule droite. Une dague au pommeau en forme de tête de mort, et dont la lame est entourée d'un serpent affublé d'un chapeau haut de forme. Dan a dû le faire en première, à l'internat militaire. Je ne peux m'empêcher de penser aux tatouages que portaient ceux qui ont attaqué le pub hier. Mon frère ferait-il lui aussi partie d'un gang? Non, impossible, mais ça expliquerait pourquoi il a tant changé. Dan s'étire et s'allonge sur le ventre, la tête toujours sous l'oreiller. Je repère soudain une marque étrange au creux de ses reins, à moitié cachée sous son short. Ce n'est pas une cicatrice car elle est trop régulière, comme dessinée dans la peau. Ce n'est pas non plus un tatouage. Aucune encre n'a été utilisée. De l'index, je trace la forme géométrique. C'est un triangle barré avec la pointe vers le bas. C'est comme si on l'avait marqué au fer rouge, m'étonnai-je. Soudain, Dan émet un grognement. Je sursaute, craignant de l'avoir réveillé, mais sa respiration régulière me rassure. Je remonte le drap et je quitte la mansarde sur la pointe des pieds. De retour dans ma chambre, je branche mon téléphone et je l'allume. J'ai reçu un SMS de Natsumi. Je vais bien. Toujours à l'hôpital, tour nord, 7e étage. Visite à partir de 10h, mais sortirai vers midi. Bisous. Je fronce les sourcils. Ma meilleure amie a l'habitude d'écrire des messages criblés de fautes d'orthographe. Soudain, le portable sonne, m'interrompant dans ma réflexion. « Maman » s'affiche à l'écran. « Que se passe-t-il, ma chérie ?» demande une voix inquiète à l'autre bout du fil. « Rien, maman. Tu ne m'appellerais pas en pleine nuit pour rien. » J'avise la robe blanche que je portais hier, déchirée et tachée de sang, en boule sur le sol. On a fêté nos résultats du bac avec Natsu et j'ai emprunté une de tes robes. Je l'ai abîmée par mégarde. Aucune importance. Ce n'est qu'un bout de tissu, Camille. Tu es sûre qu'il n'y a rien d'autre? Elle me connaît bien. Oui, j'avais juste un peu bu. Désolée de t'avoir dérangée. Soyez prudente tout de même, répond maman. Je n'aime pas vous savoir toute seule en pleine nuit dans les rues de Paris. Tu n'avais qu'à être là, pensai-je. Je n'aime pas non plus te savoir dans un cimetière médiéval irlandais à déterrer les morts. Tu ne peux pas les laisser en paix? Nous venons de trouver 2 sépultures déviantes à l'écart des autres tombes. C'est une découverte exceptionnelle. Plus exceptionnelle que mes résultats au bac, pensai-je. Qu'est-ce qu'elles ont d'extraordinaire, ces tombes? Demandai-je, distraite, en allumant mon ordinateur portable. L'un des squelettes a été décapité, cloué sur une pierre blanche et sa tête placée entre ses jambes. Quant à la seconde, c'est encore plus bizarre. Il a une grosse pierre noire dans la bouche, et on lui a arraché les incisives. Pourquoi? Dis-je. Je tape Paris-ville souterraine dans le moteur de recherche. C'est ce qu'on va essayer de découvrir, répond maman. Sans doute un rituel pour empêcher les morts de revenir à la vie. Je tressaille. Et tu penses que c'est vrai? Qu'ils peuvent revenir? Maman éclate de rire. Bien sûr que non. Ce ne sont que des croyances. Je suis une scientifique. J'avise mon Leica posé sur le bureau. Au fait, à propos de mon appareil photo, tu te souviens de qui me l'a donné? Cette vieillerie que tu as toujours autour du cou? Aucune idée. Ce n'est pas moi, en tout cas, ni mes parents. Est-ce qu'il était à papa? Antoine était incapable de prendre une photo sans mettre ses doigts devant l'objectif. Mais il était peut-être à l'un de tes grands-parents paternels. Et ils sont morts tous les 2, dis-je. Je balaie la page des résultats de recherche, pour la plupart liés au musée des catacombes. Pourquoi tu veux savoir? S'enquiert maman. Je me demandais, c'est tout. Au fait, j'ai retrouvé ta montre. Tant mieux, je croyais l'avoir perdue en allant à l'aéroport. Où elle était? Dans la chambre de Pierre, dis-je. C'est bizarre, répond-elle avec un rire nerveux. Depuis quand vous êtes ensemble? Dis-je,
On n'est pas... Maman, inutile de te cacher. Tu fais ce que tu veux. Silence à l'autre bout du fil. Tu en es sûre demande-t-elle enfin. Ce ne sont pas mes affaires. Et puis, Pierre est un gars super. N'en parle pas à ton frère, s'il te plaît, répond maman. Lui, il ne l'apprécie pas. Je sais. Mais rassure-toi, je ne parle de rien avec lui. Maman écourte la conversation pour retourner à ses fouilles, me laissant à mes recherches. En quelques clics, je découvre avec stupéfaction l'existence d'un monde parallèle sous les pavés de la capitale. Les premières galeries sont creusées par les Romains, à l'époque où ils occupent la Gaule. Ils exploitent le sous-sol calcaire pour bâtir leur cité en surface. Les excavations se succèdent pendant plus de 20 siècles pour construire les plus beaux monuments parisiens, Notre-Dame, la Tour Saint-Jacques, l'église Saint-Germain-des-Prés. Le réseau actuel est un vrai labyrinthe. Il s'étend sur des milliers d'hectares et compte 300 kilomètres de couloirs souterrains, des bunkers de la Seconde Guerre mondiale, des cryptes remplies d'ossements. Seul le musée des catacombes, qui ne représente que 1% du réseau, est accessible au public. C'est le plus grand ossuaire du monde. En raison des risques d'effondrement, depuis 1955, il est interdit par la loi sous peine de poursuite de descendre dans les anciennes carrières de pierre. Je marche tous les jours au-dessus d'une ville et je ne m'en étais jamais douté une seconde, pensais-je, éberlué. Est-ce que Dan est au courant? Impossible, il m'en aurait parlé. Que Quentin soit impliqué dans des activités illégales ne m'étonne pas, en revanche. Je regarde ma montre et je ferme l'écran de mon ordinateur. J'enlève le t-shirt de Dan, puis je passe un jean et un débardeur noir. Je retire l'alliance de papa et je la suspends au bout d'une chaîne en argent que je mets autour de mon cou. Puis, je glisse le collier sous mon vêtement. Inutile que Dan ou Pierre la voient. Je coiffe en hâte mes longs cheveux blonds. J'attrape mon blouson en cuir et mes clés, puis je quitte la maison. Direction, l'hôpital. Le bar a été attaqué par un gang, dit Natsumi sans trop de conviction. C'est ce que Dan m'a dit, confirmai-je en m'efforçant d'ignorer une femme échevelée d'une 60aine d'années qui tourne autour de nous, un gros sac à main en bandoulière. Nous sommes assises à la longue table de la salle commune du service de psychiatrie où Natsumi prend son petit déjeuner. Comme les autres patients, elle porte une espèce de survêtement gris clair et des pantoufles. On était au mauvais endroit, au mauvais moment. On a eu beaucoup de chance de ne pas être blessé, poursuit-elle sur un ton monocorde en terminant sa compote de pommes. Je suis soulagée que tu sortes aujourd'hui. Cet endroit me file les jetons, frissonnai-je. De l'hôpital, je ne connais que les urgences où j'ai passé quelques heures il y a 4 ans après l'incident avec Dan. Je ne suis jamais entrée dans ce service et quelque chose me met mal à l'aise. « Vous avez fini » s'enquiert la femme au sac à main en désignant la compote de Natsumi. Sans attendre sa réponse, elle subtilise la cuillère et la glisse dans son sac, ce qui produit un cliquetis étrange. « Vous collectionnez les couverts » demandai-je intriguée au moment où elle bat en retraite. « Les petites cuillères » précise une infirmière qui s'avance vers la dame, main tendue. « Et le courrier aussi. Allez, Mary Poppins, j'ai besoin de la lettre que vous venez de me voler. »« Sinon quoi, ma chère ?» réplique cette dernière d'un air mauvais. « Sinon, j'appelle Antoine. » La femme pâlit et fouille dans son sac, sans quitter des yeux un patient assis en tailleur devant la baie vitrée. De dos, immobile, une guitare électrique posée à côté de lui, il ne semble pas bien menaçant. Il porte la casquette bleue des New York Yankees et ses cheveux noirs sont emmêlés et si longs qu'ils traînent par terre. Pas la peine de déranger Antoine pour rien. « La voilà, ta lettre », dit la femme avec mépris en jetant une enveloppe sur le sol. Elle part en courant, son sac à main serré contre elle. Je me baisse et je ramasse la lettre. « Bon courage, madame », dis-je en l'attendant à l'infirmière. « Tu peux m'appeler Jo », sourit cette dernière en désignant son badge où est indiqué son prénom, Johanna. Je ne me plains pas. On aurait pu me donner ceux qui sont en isolement. Ceux qui sont ici ne sont pas dangereux. Enfin, la plupart du temps. Le type, là-bas, il prétend qu'il est Jésus, dit Natsumi en montrant du doigt un jeune homme maigre aux cheveux bouclés et au regard halluciné qui bénit tout sur son passage. Beaucoup se prennent pour le Messie, sourit Johanna.
On a aussi un Napoléon, un Moïse, un John Lennon, un Kurt Cobain, 2 Superman, un chasseur de vampires. Cet endroit serait parfait pour Abby, pensai-je, amusée, pendant que l'infirmière continue son énumération. Elle est interrompue par 2 octogénaires qui ont décidé d'entreprendre une course de fauteuils roulants. L'une d'elles refusant d'obtempérer, Johanna appelle un agent de sécurité qui lui injecte un sédatif. L'effet est immédiat. Ses yeux se révulsent et sa tête tombe sur sa poitrine. « Et si on allait plutôt dans ta chambre ?» proposai-je à Natsumi en l'entraînant dans le couloir. Nous pénétrons dans une petite pièce austère dont la seule lumière provient d'une étroite fenêtre à barreaux. Le mobilier est réduit à sa plus simple expression. Un lit, un bureau et une chaise en bois. Un miroir en pied est fixé au mur. Nous nous asseyons sur le lit. « Comment va ta blessure ?» demandai-je. « Je n'ai pas été blessée, » répond Natsumi. « Mais ton cou... » « C'était le sang de quelqu'un d'autre, » coupe Natsumi en dégageant ses cheveux derrière ses oreilles. « Il n'y a aucune marque, pensai-je. Pourtant, je n'ai pas rêvé. Ou c'est parce que j'avais pris un gros coup sur la tête, ou que j'avais un peu trop bu. « Hier, tu m'as parlé de monstres, » dis-je. « À Paris, il n'y a pas de monstres, » réplique-t-elle. « Écoute, Camille, je ne veux plus y penser. On est enfin en vacances. J'ai réussi mon bac par miracle. Alors j'ai envie de m'amuser. » Elle ne le montre pas, mais elle est encore choquée, pensai-je. Au lieu de la harceler, je devrais plutôt l'aider à se changer les idées. « Tu as raison, » dis-je avec un sourire. « Qu'est-ce qui te tenterait? Les boutiques ?»« Oui, je voudrais une nouvelle garde-robe, et une nouvelle coupe aussi. Tu crois qu'Étienne aime les cheveux au burn ?»« On va le savoir tout de suite, » dis-je en composant le numéro du jeune homme malgré les protestations de Natsumi. Il répond au bout de plusieurs sonneries. « Allô ?» dit-il, l'air endormi. « Salut, Étienne. C'est Camille, la sœur de Dan. Je t'appelle à propos de ce verre, » dis-je en essayant de prendre une voix grave et sexy. Long silence à l'autre bout du fil. « Camille, Désolée si tu t'es fait des idées, mais entre nous... »« Entre nous, rien du tout, » m'esclaffai-je. « Je sais bien que je ne te plais pas, et toi, tu es comme mon frère. » Il émet un rire gêné. « Tu en es sûr ?» Ce serait comme sortir avec Dan. Burke. Je suppose que le pub est fermé aujourd'hui et que tu ne travailles pas. Ça te dirait d'aller boire un verre avec Natsu et moi, cet après-midi ? Nouveau silence. Plutôt en début de soirée, alors. Avant, je ne peux pas. On se retrouve à la Fontaine Saint-Michel à 20h. Il accepte. Nous échangeons quelques banalités avant de raccrocher. Et moi, à 22h, je vous laisse pour aller rejoindre Quentin, ajoutai-je à l'intention de Natsumi. Il m'a donné rendez-vous sur la place d'Enfer Rochereau, au pied de l'immense lion de Belfort. Quand j'étais petite, Dan m'a expliqué que la statue en cuivre noir, sculptée par Bartholdi, regarde en direction de la Statue de la Liberté, l'œuvre la plus célèbre de l'artiste. Il m'a juré de m'emmener la voir un jour, mais je doute qu'il tienne sa promesse. Lui et moi, à New York, ça paraît si irréel. J'espère tant qu'on se rapprochera à nouveau. « Méfie-toi de Quentin, Camille, » prévient Natsumi. « Pourquoi ? Qu'est-ce que tu lui reproches ?»« Rien de précis, mais ce type n'est pas clair. J'ai peur qu'il joue avec toi. »« Moi aussi, » pensai-je, « mais il me plaît. Si je ne lui donne pas sa chance, je sais que je le regretterai. » Je hausse les épaules. Nous parlons ensuite de tout et de rien. Quelques minutes plus tard, le père de Natsumi entre, accompagné de Johanna, l'infirmière. Une fois le formulaire de sortie rempli, Natsumi pourra rentrer chez elle. Rassurée, je la laisse dans sa chambre pendant que Jo explicite l'ordonnance que le médecin a rédigée. Alors que je me hâte vers la salle commune, j'entends de la musique. Quelqu'un chante et joue de la guitare. La voix, mélancolique, ressemble à celle de Dan, mais en plus grave et en plus rauque. Soudain, je m'arrête net, prise de vertige. Cet air, je le connais par cœur. C'est La Rose de Dublin. Le souffle court, j'avance le long du couloir, la main crispée sur la rampe. Celui qui chante est le type aux cheveux longs, toujours assis par terre devant la baie vitrée. Je m'approche lentement et je m'accroupis.
Son visage est caché par son épaisse chevelure noire. « Papa ?» balbutiai-je. Il cesse de jouer et lève la tête, me fixant de ses yeux verts en amande, les mêmes que ceux de Dan mais un peu bridés. Enfin, il éclate de rire. En 13 ans, on ne me l'avait encore jamais faite, celle-là. Chapitre 3. Étienne. Sirop ou comprimé me demande Ernest avec un clin d'œil. Comme d'habitude, dis-je d'un air maussade en lui glissant un billet de 100 € dans la main. Ça fait un bail que tu n'es pas venu au bouillon Racine, remarque Ernest. Il me tend un sachet en plastique contenant une dizaine de comprimés rouges sombres. Du sang de vampire, VB pour les intimes, initiale de Vampire Blood. La nouvelle substance à la mode chez les jeunes et les bobos parisiens, que peuvent consommer à la fois les vampires et les chasseurs, mais pour des raisons bien différentes. D'habitude, le Four Elements n'est pas fermé, soupirai-je. 20 mètres au-dessus de nos têtes, dans le vrai bouillon Racine, j'entends les clients rire, parler et entrechoquer leurs verres en prenant leur déjeuner. J'aurais donné n'importe quoi pour être parmi eux. Ces gens ignorent tout de ce qui se passe sous terre, dans cette cave sale et humide. Là, des humains vendent leur sang aux vampires, des vampires vendent leur sang aux humains et des vampires achètent du sang à leurs congénères. Même pour un œil averti, distinguer les vivants des morts n'est pas chose aisée. En ingérant du sang de vampires, les humains acquièrent de façon temporaire certains de leurs pouvoirs, notamment un don de séduction irrésistible et des sens plus développés. « Attention les dératiseurs !» crie-t-on soudain. Avant que je puisse esquisser le moindre geste, je suis ébloui par de puissants spots. Plusieurs de mes compagnons d'infortune se mettent à hurler. 2 membres de l'armée de l'ombre nous forcent à nous aligner face au mur, les mains bien en évidence au-dessus de nos têtes. Vous n'ignorez pas qu'un vampire n'a pas le droit de consommer du sang humain et vice-versa, dit une voix glaciale derrière moi. Je me crispe. Cette voix, je ne la connais que trop bien. C'est celle de Dan. Je risque un coup d'œil par-dessus mon épaule. Daniel porte l'uniforme de rigueur à l'armée de l'ombre, jean, t-shirt et blouson en cuir noir, sans oublier les gants assortis pour ne pas se salir les mains. Oui, on le sait. Abrège et punis-nous, pensais-je en serrant les poings. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour vous donner une amende bien méritée, poursuit Dan. Il enfonce dans mes côtes la pointe de la flèche au bout de son arbalète. J'étouffe un cri et je reprends ma position. La nuit dernière, continue Dan, 200 abris ont été vidés de leur sang près du cimetière du Montparnasse. Cela fait suite aux événements qui se sont produits au Four Elements hier, ainsi que la semaine passée. On n'y est pour rien, gémit une fille. Peut-être, mais l'un de vous a sans doute des informations. Les nouvelles vont vite dans ces tunnels. Nous allons vous interroger un par un. Emmanuel, je m'occupe de celui-là, dit Dan à son équipier en me désignant. Bien sûr, je ne sais rien. Après l'attaque du pub, je suis rentré chez moi. Enfin, là où je vis désormais. Les SDF, où on les a retrouvés, au juste ? Demandai-je alors que Dan fouille mes poches. Au bout de ma rue, répond ce dernier qui vient de trouver les comprimés. C'est sans doute une coïncidence, mais je ne ferai courir aucun risque à ma famille. En tout cas, jetez à l'œil. Je n'ai tué personne, moi, dis-je. Moi non plus. Je ne tue que la vermine, ça ne compte pas. Tiens, tes cachetons. Il me jette le sachet à la figure et s'éloigne. Pauvre type. Je soupire de soulagement et j'avale un comprimé. J'ai intérêt à être en forme avant de retrouver les filles. Je ne te plais pas, m'a dit Camille au téléphone. Quelle idiote. Chapitre 4. Camille. J'en connais une qui a volé un badge. L'homme qui me fait face désigne avec un sourire condescendant le macaron « visiteur » épinglé sur ma poitrine. Sans ses cheveux longs et sa barbe de plusieurs jours, c'est Dan avec quelques années et quelques kilos en plus. Il porte des tongs, à la différence des autres patients qui sont en pantoufles. « Je ne suis pas malade », répliquai-je. « Moi, si, dit-il. Mais si j'avais une fille, je m'en souviendrais tout de même. »« Ton nom est Antoine Léry, dis-je. Tu as 24 plus 13, 37 ans. La rose dont tu parles dans la chanson est ta femme. Bravo, tu as bien retenu ce que tu as lu dans mon dossier. Tu l'as volée pendant que Johanna avait le dos tourné ? Je continue. Tu as un fils de 20 ans, Daniel, et une fille de presque 17 ans, Camille. Moi. Vrai et faux, dit-il.
Je commence à perdre patience. Mais enfin, papa, comment peux-tu te souvenir de Dan et pas de moi m'écriai-je, atterré. Ne m'appelle plus papa, s'il te plaît. Je n'ai qu'un seul enfant, et ce n'est pas toi. C'est noté dans ton dossier comment tu as rencontré Rose, dis-je. Non, mais... Alors je vais te le dire. L'été de tes 17 ans, tu es parti pour Dublin. Tu gagnais ta vie en jouant dans les pubs. Ton meilleur pote, Pierre-Henri, t'a rejoint pour quelques jours. Un soir, une jolie fille s'est pointée dans le bar où tu étais. C'est Pierre qui l'a remarqué, mais c'est toi qui l'as séduite. Avec cette chanson d'ailleurs que tu chantais tout à l'heure. Vous avez... On a pu te le raconter, coupe-t-il. Tu reconnais ceci ? Demandai-je en sortant la chaîne de mon débardeur. Il prend la bague entre ses doigts et se fige. Qui es-tu ? Hurle-t-il en se jetant sur moi. Sorcière ! D'une main, il me plaque contre la baie vitrée, serrant mon cou. De l'autre, il tente de m'arracher le bijou. Aussitôt, un agent de sécurité accourt et dégaine une seringue qu'il plante dans le cou d'Antoine. Ce dernier lâche prise peu à peu et s'effondre sur le sol. Paniqué, j'enjambe son corps et je détale sans demander mon reste. J'ignore les cris du vigile qui m'exhorte à m'arrêter. À l'entrée du service, je jette mon badge sur le bureau de la secrétaire et je la presse de m'ouvrir. Une fois à l'extérieur, je me précipite dans l'ascenseur et j'appuie sans relâche sur le 0 jusqu'à ce que les portes se ferment. « Je dois sortir d'ici. Et vite !» pensai-je, paniqué. Une demi-heure plus tard, j'entre en trombe dans la cuisine. Les mains tremblantes, je prends un verre dans le placard au-dessus de l'évier. Je me sers au robinet et je le vide d'un trait. J'ai mal au cou. Papa est en vie. Comment est-ce possible ? Je dois le dire à Dan. Ça ne va pas, Camille ? Demande Pierre-Henri en levant la tête de son journal. Je sursaute. Il est assis à la table et boit un expresso. Comme à son habitude, il est impeccable dans son costume gris sur mesure. Il porte une cravate assortie et une chemise bleu ciel à manches longues, malgré la chaleur. Je ne l'avais pas vu. Si, ça va. J'ai juste mal dormi. Dan est dans les parages ? Non, il est parti il y a 1 heure. Il allait au bureau. Tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne réponds pas. Tu devrais goûter ce dessert, poursuit-il en désignant le gâteau au chocolat que j'ai préparé hier. Il est succulent. Merci, mais je n'ai pas faim. Assieds-toi, je sens que tu as besoin de caféine. Pierre se lève et allume la cafetière. J'obtempère de bonne grâce. Je n'ai pas envie d'être seule. Je tire une chaise et je m'y laisse tomber, calant mes mains entre mes genoux pour calmer leur tremblement. Cette nuit, j'ai fait un rêve, murmurai-je. Un cauchemar ? Pierre pose une tasse fumante devant moi et reprend sa place. Non, mais ce n'était pas un beau rêve non plus. Il me regarde avec attention, sans rien dire, le menton sur les mains. Quelle différence avec maman, qui n'écoute jamais rien et commence chacune de ses phrases par « Ça me rappelle quand j'ai fouillé le temple du dieu machin en Grèce. » Il y avait papa, continuai-je. Ah, Pierre, est-ce que tu l'as vu ? Je n'ai pas rêvé de lui depuis longtemps, mais il me manque aussi, tu sais. Non, je veux dire, tu as vu son corps ? Il me regarde avec étonnement et réfléchit avant de répondre. Enfin, il acquiesce. Maman et toi, vous avez pu l'identifier ? Il est mort dans une explosion, Camille. Il ne restait presque rien à identifier. Tu es sûre que c'était lui ? Il avait son alliance et ses papiers. Pourquoi tu me demandes ça ? Je sais que c'est idiot, mais, dans mon rêve, il m'a dit qu'il n'était pas mort, dis-je. Je t'assure que son cercueil n'était pas vide. Ils ont pu se tromper, ça arrive tout le temps au cinéma. Dans ce cas, pourquoi ne nous aurait-il jamais contactés en 13 ans ? Parce qu'il était enfermé dans un asile, pensai-je. On n'est pas dans un film, Camille. Hélas, je ne vois pas comment il pourrait être encore en vie. Il a pu simuler sa mort, dis-je. D'abord, qu'est-ce qu'il fabriquait à la gare du Nord ? Camille, soupire Pierre. Et s'il avait mené une double vie ? Et s'il avait trompé maman ? Pierre fronce les sourcils. Il se lève et, d'un geste brusque, pose sa tasse au fond de l'évier. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? J'en ai trop dit, pensai-je. Rien, j'ai juste envie de le penser.
Je préférerais qu'il nous ait abandonnés pour une autre famille. Pierre-Henri se radoucit. Jamais il ne l'aurait fait. S'il était à la gare du Nord, c'est parce qu'il devait se rendre à Londres pour la signature d'un gros contrat. Je te rappelle que mon entreprise est internationale. On a des clients dans le monde entier. Pas de double vie, alors ? Demandai-je, déçu. Non. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre dans ton rêve ? Qu'il était fier de moi et qu'il était heureux de me voir, articulai-je, la gorge nouée. Menteuse, pensai-je. Je suis sûre que là où il est fier de toi, dit Pierre. Si fier qu'il a oublié jusqu'à mon existence, pensai-je. Pierre, pourquoi est-ce qu'il nous a quittés ? C'est la vie, Camille. La vie est injuste. Tous les deux, on pourrait aller le voir, dit Pierre. Je manque de m'étouffer. Le voir ? Aujourd'hui, je travaille, poursuit Pierre. Mais demain, on pourrait aller déposer des fleurs sur sa tombe. Qu'est-ce que tu en dis ? Quelle idiote, pensai-je. J'esquisse un pâle sourire. Oui, bonne idée. Alors c'est entendu, dit Pierre. Je repousse ma chaise et je me lève. Je vais rejoindre Natsu, dis-je. On a prévu une après-midi shopping dans le quartier latin. Camille, fait Pierre en me retenant par le bras. Pour ce que ça vaut, moi je suis fière de toi. Je lui souris, pour de vrai cette fois. Ses paroles me réconfortent. Pierre a toujours agi comme un père avec moi. Merci, dis-je avant de quitter la cuisine. 2 heures plus tard. C'est, très joli, dis-je en examinant l'araignée que Natsumi vient de se faire tatouer sur le cou. C'est juste à l'endroit où j'ai cru qu'on l'avait mordu, m'étonnai-je. Et toi, tu es tenté ? Demande le tatoueur, un jeune homme efflanqué qui ne possède plus 1 centimètre carré de peau vierge. Tu peux en choisir un petit, pour commencer. Comme si j'allais les collectionner, pensai-je. Sans façon, dis-je. Il m'adresse un regard peu amène. Je suis trop douillette, ajoutai-je pour me rattraper. C'est dommage, j'aime beaucoup ce que vous faites. Toi, douillette ? Rit Natsumi. Première nouvelle. Un piercing peut-être ? Propose le tatoueur. Mon frère en a un à l'arcade, dis-je. Ça lui va bien, mais je ne suis pas sûre que l'effet soit le même sur moi. Et puis, ce n'est pas ça qui fera que je lui ressemblerai davantage, pensai-je. C'est l'occasion d'essayer, répond l'homme. J'y réfléchirai. Au fait, est-ce que vous faites des tatouages sans encre ? J'en ai vu un sympa l'autre jour. Bien sûr, ça s'appelle du branding, mais c'est bien plus douloureux qu'un tatouage. Du branding, vous dites ? Qu'est-ce que c'est ? Marquage au fer. Comme pour les chevaux, dis-je. Pas vraiment. J'utilise un bistouri électrique, sourit l'homme en désignant sa panoplie d'instruments de torture alignés sur une table derrière lui. Je prends une photo de Dan dans mon portefeuille. Est-ce que par hasard, vous vous en êtes servi sur lui ? Il le détaille et secoue la tête. Jamais vu ce beau jeune homme. Dan s'est fait marquer au fer, s'étonne Natsumi. Peut-être qu'il appartient à un gang. Ça expliquerait beaucoup de choses, pensai-je. Je n'y crois pas une seconde, dis-je d'un ton un peu trop enjoué. Sinon, c'est courant en prison, précise le tatoueur. Le branding est aussi pratiqué par des sociétés secrètes et des fraternités, ou bien dans les rapports SM. Je vois mal Dan dans le rôle du dominé, murmurai-je. Mais dans celui du dominant, c'est plausible. Je réprime un éclat de rire quand je l'imagine usant d'une cravache sur le postérieur d'une Michaela menottée. À moins qu'il appartienne à une société secrète. Mais laquelle ? Je regarde ma montre. Et si on repassait chez moi pour laisser tous nos sacs ? Demandai-je à Natsumi qui acquiesce. Nous ramassons nos emplettes. Pour Natsumi, des robes et jupes bariolées, et pour moi, des jeans et t-shirts ajustés plutôt sobres. En chemin, j'envoie un SMS à Étienne pour le prévenir que nous serons en retard et je lui propose de nous rejoindre chez moi. Puis, je fais un crochet par la boutique de développement photo où j'ai déposé ma pellicule en début d'après-midi. Je déchire l'enveloppe et je commence à en sortir les tirages lorsque mon téléphone vibre. Tant pis, je regarderai plus tard. Je la glisse dans un des sacs et je lis la réponse d'Étienne qui accepte de nous retrouver chez moi. Quand Natsumi et moi, nous arrivons devant l'hôtel particulier,
Il est déjà là, main dans les poches, appuyé contre la porte massive en chêne ouvragé. « Tu peux me porter ça ?» demandai-je en lui confiant mes achats. Je fourrage dans mon sac à la recherche de la clé. Une fois que j'ai ouvert, je tiens la porte pour laisser passer Natsumi. Étienne reste planté sur le seuil. « Tu n'entres pas ?» m'étonnai-je. « Je préfère vous attendre ici, au cas où Dan soit dans les parages. »« Ne sois pas stupide, » rétorquai-je. « J'invite qui je veux, quand je veux. »« C'est lourd, » s'impatiente Natsumi qui, elle, porte ses sacs. Étienne ne bouge toujours pas. « Je n'ai pas envie de faire d'histoire. »« Dans ce cas, entre, » le pressai-je. « Vos désirs sont des ordres, mademoiselle, » répond Étienne qui passe devant moi avec un sourire en coin. Ai-je raté quelque chose? Assis en tailleur sur le lit, Natsumi et Étienne échangent leur opinion sur les meilleures séries télévisées de loups-garous, vampires et zombies du moment. Je suis contente. Le courant a l'air de bien passer entre eux. Allongé sur le tapis, je feuillette un vieil album. Il contient une kyrielle de clichés de moi, seule, avec Dan ou Rose, avec Pierre, mais jamais avec Antoine. Papa est toujours avec Dan, rageai-je. Je décolle une photo de moi sur les genoux de maman et une autre, plus récente, avec mon frère. Je les glisse dans mon sac. Soudain, le téléphone de Natsumi se met à sonner. Elle saute du lit. « Je reviens », dit-elle en sortant dans le couloir. Avant qu'elle referme la porte, le chat siamois de la famille, Styx, entre dans la pièce. Il feule en apercevant Étienne et s'aplatit sur le sol, les poils hérissés et les oreilles en arrière. « Qu'est-ce qui lui prend ?» m'étonnai-je. D'habitude, il n'a pas peur des inconnus. Surtout qu'il t'a déjà vu, même si c'était il y a longtemps. Étienne hausse les épaules. Je ne suis plus un habitué de la maison. Je me lève et je vais ouvrir la porte. La bête détale, sans demander son reste. Je me rassois sur le tapis. Étienne prend place à côté de moi. Dan avait cette coupe ridicule? Je ne m'en souviens plus, se moque-t-il en désignant sur une page de l'album un jeune homme aux cheveux mi-longs qui brandit un sabre de samouraï en riant. Je secoue la tête. C'est mon père. Oh, pardon. C'est fou comme il se ressemble. Le garçon de la photo a les cheveux plus courts et il est plus mince que l'homme que j'ai rencontré au cours de la matinée. Mais pas de doute possible. Il s'agit bien de la même personne. Dan ne sourit jamais sur les photos, remarquai-je. Dans la vie non plus, répond Étienne. Je déniche un cliché pris dans le restaurant japonais des parents de Natsumi, où Antoine joue aux morses avec ses baguettes. Je me souviens bien de la scène, même si je ne devais avoir que 3 ans à l'époque. Je me retiens de pleurer. « Qu'est-ce que tu as, Camille ?» me demande Étienne en posant la main sur mon épaule. « Est-ce que je peux lui faire confiance ?» pensai-je. « Tu peux me faire confiance, » dit-il en se rapprochant de moi. « Dis-moi tout. » Je sursaute. Il lit dans les pensées. Je pèse le pour et le contre. J'ai désespérément besoin de parler à quelqu'un de ma rencontre avec papa, et Dan n'est pas là. D'ailleurs, m'aurait-il écouté, ou se serait-il moqué de moi? D'un autre côté, je ne suis plus très proche d'Étienne. « Tu ne me croirais pas, dis-je enfin. »« Essaie toujours, » répond-il. « Si je te disais que les morts peuvent revenir à la vie... » Étienne se raidit. Et voilà, il me prend pour une folle. « Tu as vu un mort-vivant » demande-t-il d'une voix blanche. « À ton avis, les zombies, ça n'existe que dans les films de Romero. Plutôt quelqu'un qui est censé être mort depuis 13 ans. » Étienne se détend. « Qui ?»« Mon père, » chuchotai-je après quelques secondes d'hésitation. « Il n'est pas décédé dans un attentat ?» Il faut croire que non. Je lui raconte toute l'histoire. Il m'écoute avec attention sans jamais m'interrompre. « Je pense que tu ne devrais rien dire à personne avant d'en savoir plus, » dit-il une fois que j'ai terminé. « Même pas à Dan ? Tu as envie de lui faire une fausse joie si jamais ce n'est pas ton père ? Mais c'est mon père, j'en suis sûre. Si c'est le cas, tu devrais au moins essayer de comprendre ce qu'il fiche dans un asile. Tu ignores ce qui lui est arrivé. » « Tu as raison, dis-je. Si tu veux, je peux t'aider, répond Étienne. Merci, tu es un ami,
dis-je en lui prenant la main. Celle d'Étienne est glacée. Tu as froid? M'étonnai-je en la réchauffant entre les miennes. Je peux couper la clim si tu... Je n'y crois pas, s'écrie Natsumi, qui vient de faire irruption dans la chambre. Je lâche la main d'Étienne. Les yeux de Natsumi lancent des éclairs. Furieuse, elle empoigne ses sacs et elle rebrousse chemin. Attends, Natsu, ce n'est pas ce que tu imagines. Natsumi fait la sourde oreille et dévale les 2 étages. Je la rattrape juste avant qu'elle franchisse la porte d'entrée. Elle se dégage aussitôt. Pour une fois qu'un garçon me plaît, tu me dégoûtes. Ce matin, tu m'encourages. Ce soir, tu flirtes avec lui à la première occasion. On ne faisait que parler, dis-je. Ah oui? Et de quoi? Je me mords la lèvre. Je ne peux pas te le dire. À ta meilleure amie, tu ne peux rien dire. Par contre, tu peux te confier à un beau blond sans aucun problème. Elle commence à m'énerver. Tu as tout compris, lâchai-je. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais aller retrouver le garçon qui me plaît vraiment. Piqué au vif, je claque la porte au nez de Natsumi et je retourne à l'étage. Chapitre 5. Dan. Furieux et déçu, j'écrase une 3e cigarette à demi fumée sur le trottoir devant le pub. Fermé. J'aurais pu m'en douter, rageai-je en continuant de faire les 100 pas. Michaela a déjà un bon quart d'heure de retard. Elle ne viendra sans doute jamais. J'aurais dû insister pour qu'elle me donne son numéro. Je suis plus contrarié que je ne le devrais. Peut-être, pensais-je, est-ce parce qu'elle t'a résisté hier, alors que toutes les autres te tombent dans les bras dès le premier soir? Désolé pour le retard, Daniel, dit une voix de femme derrière moi. Je sursaute et je fais volte-face. Michaela porte une robe courte, bleu ciel, assortie à ses yeux. Ses joues sont roses comme si elle avait couru, pourtant elle ne semble pas essoufflée. Je viens juste d'arriver, dis-je. Comme tu vois, c'est fermé aujourd'hui. Je lui propose une cigarette qu'elle accepte. Dans ce cas, allons dans un autre bar ou reportons notre rendez-vous à demain, dit-elle en regardant à travers la vitre du pub. Je pensais que tu pourrais peut-être venir chez moi. C'est à 2 pas, dis-je, pris d'une soudaine timidité. Pourquoi je l'invite à la maison, pensais-je. Sans façon, merci, je ne suis pas ce genre de fille. Quel genre? Celle qui couche le premier soir, dit-elle avec un clin d'œil. C'est le 2e? Tu m'as comprise. Ce n'est pas ce que tu crois, dis-je. En plus, ma sœur sera sans doute là. Camille, c'est ça? On s'est rencontrés hier. J'acquiesce. Elle est belle. Elle doit avoir du succès avec la gente masculine. Je ne sais pas, ça ne me regarde pas. Menteur, pensais-je. En tout cas, j'aimerais faire plus ample connaissance. Avec elle ou avec moi? Les 2, sourit Michaela en me prenant le bras. Allons chez toi, mais je te déconseille de tenter quoi que ce soit sans ma permission. Je l'observe à la dérobée. Elle est jolie. Et surtout, elle est bien différente des bécasses avec qui j'ai l'habitude de sortir. Nous marchons en silence. On est arrivé, dis-je enfin. Je passe le premier et je retiens la porte. Au moment où je vais inviter Michaela à me suivre, je me ravise. Des formations professionnelles, sans doute. C'est stupide. Sa peau était chaude quand je l'ai touchée. Si c'était un vampire, elle aurait été glacée, non? Je peux entrer? Demande Michaela en restant sur le trottoir. À toi de voir, dis-je avec un grand sourire. Elle semble hésiter. Je tâte la poche de ma veste. Ma dague est bien là. Ne te fais pas de fausses idées, Daniel, dit-elle en franchissant le seuil. Soulagé, je ferme la porte derrière elle. Test réussi. Je crois que cette fille me plaît. Chapitre 6. Camille. Qu'est-ce que tu comptes faire de ça? Bredouillai-je en faisant un pas en arrière. À genoux sur le bitume, Quentin vient de sortir un pied de biche de son étui à guitare. Il éclate de rire. Ouvrir les portes du royaume souterrain, ma chère, dit-il en faisant levier sur la plaque d'égout devant lui. Espérons que ce ne soit pas les portes de l'enfer, pensai-je, pas très rassuré. Nous nous trouvons non loin de la place d'Enfer Rochereau, dans le quartier du Montparnasse. J'ai lu sur Internet qu'on l'appelait autrefois la place d'Enfer. Quentin entr'ouvre la plaque, assez pour que nous puissions nous glisser à l'intérieur. « Après toi », dit-il d'un air entendu. Je me penche au-dessus de l'étroit conduit cylindrique. Avec ma lampe frontale,
j'éclaire les premiers barreaux métalliques d'une échelle cimentée dans la paroi. Si tu ne le sens pas, tu n'es pas obligé, sourit Quentin. Tu me prends pour une poule mouillée, dis-je avec un peu trop d'enthousiasme. J'avale ma salive, saisis le premier barreau et commence à descendre. Quentin me suit et referme la plaque derrière nous. Le bruit du trafic cesse, remplacé par un silence qui n'existe pas à Paris. Une dizaine de mètres plus bas, je pose le pied par terre. L'air est chargé d'humidité. Quentin ouvre son sac et en tire 2 lampes rouillées munies d'une petite poignée. J'en ai déjà vu dans les westerns, dans les scènes qui se passent à la mine. « Tiens, ton acéto, » dit-il en m'en tendant une. « Ma quoi ?» C'est une lampe à acétylène, comme celle qu'utilisent les spéléologues. Du carbure de calcium, un peu d'eau et tu auras de la lumière toute la nuit. Quentin dévisse sa lampe. Il remplit la cuve du bas avec ce qui ressemble à des cailloux, puis, après avoir refermé, il prend sa gourde et verse de l'eau dans le réservoir du haut. Il allume ensuite le bec avec son briquet. Une petite flamme en sort. Perplexe, j'imite Quentin. Pourquoi n'utilise-t-il pas une lampe torche, comme tout le monde? Peu à peu, les 2 flammes deviennent de plus en plus vives et éclairent la galerie d'une lumière douce et chaude. C'est bien plus agréable qu'une lampe traditionnelle, explique Quentin. Et puis, j'ai la sensation d'être un explorateur. Par contre, si elles s'éteignent, on est mort, dit-il avec un grand sourire. Toujours partante? Il essaie de me tester, pensai-je. Et comment? Dis-je. Alors, suis-moi, dit-il en me prenant la main. Tu m'impressionnes, j'étais sûre que tu te dégonflerais. Je te réserve bien d'autres surprises, répliquai-je. Il s'arrête pour consulter sa carte. J'avise mon portable. Il indique aucun service. Et non, dit Quentin. Ici, ça ne passe pas. On est coupé du monde. Cette plage, elle est loin, dis-je. En fait, j'ai appris il y a 10 minutes que la soirée était reportée à samedi. Tiens donc, pensai-je. C'est logique, continue-t-il. La plupart des gens descendent le vendredi ou le samedi soir. En semaine, on est trop peu nombreux pour faire une fête mémorable. Pourquoi on est là alors? Demandai-je, déçu. J'avais pensé t'emmener saluer un vieil ami à moi, dit-il d'un ton mystérieux. Qui? Tu verras, dit-il en s'engageant dans la galerie de droite. Tu es quoi, au juste? Un spéléologue? Non, un cataphile. J'ai fait ma première descente avec mon oncle quand j'avais 15 ans. Depuis, je suis amoureux de cet endroit. S'il pouvait plutôt être amoureux de moi, pensai-je. Les souterrains, c'est comme une drogue, dit-il. Une fois que tu y as goûté, tu ne penses plus qu'à y retourner. Je frissonne malgré mon pull. Il fait plus froid quand on se rapproche du cimetière du Montparnasse, explique Quentin en passant le bras autour de mon épaule. Des ossements, disséminés dans les parois, semblent nous montrer le chemin. Nous arrivons à un croisement. Nous voilà au carrefour des morts, dit Quentin en indiquant une des galeries surmontées d'un linteau où est gravée l'inscription « Bureau du centre ». Au-dessus, 2 tibias sont disposés en croix sous un crâne. « Tu as du noir sur la joue », dit Quentin en s'arrêtant sous le linteau. Il me frotte la pommette. Sa main est douce, mais glacée. « Tu es jolie », dit-il en se penchant vers moi. Je retiens mon souffle. Il s'approche encore. Nos lèvres sont à présent à quelques centimètres. Je ferme les yeux et j'attends, en vain. Je rouvre les paupières. « Viens, c'est par là », dit Quentin en m'entraînant par le bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Pensai-je, stupéfaite. Nous marchons en silence pendant de longues minutes. Tout à coup, je suis attirée par une petite mosaïque rectangulaire sur le mur à ma gauche. Je m'arrête et je l'éclaire. Il s'agit d'un squelette blanc sur fond rouge qui tient un drapeau blanc sur lequel est représenté un cœur, rouge lui aussi. L'étrange personnage semble indiquer le chemin. Mais pour aller où? Quentin m'invite à le suivre. Au détour d'une galerie, une haute pierre tombale apparaît. « Camille, je te présente mon ami Philibert Asper, » dit Quentin. « Phil, voici Camille. » Il pose son étui à guitare, en sort une bouteille de Jack Daniels et 2 gobelets en plastique. Il les remplit à ras-bord et m'en donne un. « À la santé du vieux et à ta santé, »
dit-il en trinquant avec moi. J'examine l'inscription sur la stèle. À la mémoire de Philibert Asper, perdu dans cette carrière le 3 novembre 1793. Retrouvé 11 ans après et inhumé à la même place le 30 avril 1804. Ce fil, comment est-il mort? Demandai-je pendant que Quentin boit son verre d'un trait. Il s'est perdu et les rats l'ont bouffé. Tu plaisantes, dis-je mal à l'aise. Quentin secoue la tête et m'invite à m'asseoir sur les 2 marches devant la pierre tombale. Pas du tout. Comme il était portier de l'ancien hôpital militaire du Val-de-Grâce, il avait toutes les clés, dont celle du sous-sol. En 1793, il s'est dit qu'il ferait bien une petite razzia dans la cave du couvent des Chartreux. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette cave, dis-je. Un trésor? Inestimable, répond Quentin. Tu connais la chartreuse? L'élixir des moines chartreux? 70 degrés. Ce truc-là, ça te réveille un mort. Son plan a échoué à ce que je vois, dis-je. On a retrouvé son squelette 11 ans plus tard, répond Quentin. Le pire, c'est qu'il se trouvait à 10 mètres d'une sortie. Pas de chance, dis-je. Dans son malheur, il a tout de même l'immense honneur d'être le seul à disposer d'une pierre tombale dans les carrières de Paris. Je frissonne. Ça ne me fait pas rêver, moi. Comment on a su que c'était lui? Demandai-je. Il avait toujours ses clés à son ceinturon, dit Quentin en se resservant un verre de Jack Daniels. Il m'en propose un autre, mais j'ai juste trempé les lèvres dans le mien. Cet endroit est spécial pour un cataphile, poursuit-il. C'est un peu notre pèlerinage. On s'y rend au moins 2 fois par an, le 3 novembre et le 30 avril. Inutile de préciser qu'on rend hommage à Phil en buvant sur sa tombe. Toi, tu viens souvent? Demandai-je. Dès que j'ai des tracas. Dis tout de suite que je te tracasse, dis-je. Mais non, tu sais, ajoute-t-il en se penchant vers moi, c'est la première fois que j'emmène quelqu'un ici. Je veux dire, que j'emmène une fille. Il passe la main dans mes cheveux. Mon cœur se met à battre plus vite. C'est ce que tu sers à toutes tes conquêtes? Tu penses que beaucoup de filles seraient assez courageuses pour me suivre jusqu'ici? Ou assez folles, pensai-je. Il se penche un peu plus et saisit sa guitare qui dépasse de l'étui. Il commence à m'énerver. Comme dirait Pierre, c'est la vie. Il me tend l'instrument. Et si tu donnais ton premier concert privé ici? L'acoustique n'est pas mal du tout. Qu'est-ce que tu veux que je joue? Dis-je. Surprends-moi. J'hésite un instant, puis je lui adresse un sourire espiègle. Tu connais? C'est la vie de Stereophonics? Il secoue la tête. Écoute bien les paroles, tu pourrais te reconnaître. En substance, tu te crois le roi de la jungle, tu es séduisant, mais tu es paresseux. Pourtant les gens t'aiment parce que tu es drôle et un peu dérangé. Quentin hausse un sourcil, se demandant sans doute si je viens de le traiter de cinglé et de fainéant. Il boit le reste de son verre de whisky et s'en resserre un autre. Alors libère-moi, c'est la vie, disent les paroles. Au moment où je chante, allez bébé, saisis ta chance avec moi. Il me prend la main. Je me tais. Il attrape la guitare, la pose à côté de lui et se penche vers moi. Oui, je crois que je vais saisir ma chance, murmure-t-il. Nos lèvres s'effleurent. Je l'attire à moi. Il me rend mon baiser, et aussitôt, il glisse ses doigts sous mon pull, remontant peu à peu vers ma poitrine. J'arrête son geste, mais de l'autre main, il déboutonne son propre jean. Ça va un peu trop vite pour moi. Est-ce que Dan fait pareil avec ses copines? Attends, dis-je en repoussant Quentin. Mais il fait la sourde oreille. Il me plaque contre la pierre tombale et essaie de me déshabiller. C'est toi qui m'as demandé de te libérer, non? Tu vois, c'est ce que je fais. Me libérer, oui, mais libérer tes attributs au bout de 2 minutes devant un macabée, c'est hors de question, pensai-je. Stop, m'écriai-je. L'information ne semble toujours pas avoir atteint le cerveau de Quentin. Paniqué, je me débats, mais il refuse de me lâcher. Je parviens à lui donner un coup de genou dans le bas-ventre. Il desserre son étreinte et se tord de douleur. Je me lève et j'époussette mon pantalon. Sale garce, gémit Quentin. Fais-moi sortir d'ici, tout de suite. Il empoigne la bouteille de Jack Daniels par le goulot et la lance dans ma direction. Je me baisse et je l'évite de justesse.
Débrouille-toi, Camille, lâche Quentin. Le souffle court, je ramasse ma lampe à acétylène et je tourne les talons. Chapitre 7. Dan. Vendredi 13 juillet. La vue est magnifique, murmure Michaela. Assise dans mes bras sur le sol de la minuscule terrasse, elle admire la tour Eiffel qui éclaire le ciel parisien comme un phare. Alors, voici l'endroit où tu emmènes les filles, sourit-elle. Non, dis-je, tu es la première. À part Camille, pensai-je. Menteur, répond Michaela. C'est la vérité, mais pense ce que tu veux, répliquai-je, irrité. Je m'en fiche. Et ta sœur? Quoi, ma sœur? Elle est déjà venue ici. C'est une fille, à ce que je sache. Donc tu es un menteur. Camille ne compte pas, dis-je. Ah non? Dit-elle en se tournant vers moi pour m'embrasser. Qu'est-ce qu'elle sous-entend, pensai-je. Parfois, elle est bizarre. Nous échangeons un long baiser. Soudain, Michaela frissonne. Je vais rentrer, lance-t-elle sans me regarder en face. Je me lève et j'enjambe le rebord de la fenêtre pour regagner ma chambre, puis je lui tends la main. La sienne est glacée. Un dernier verre, proposai-je. Si je reste, on sait tous les deux comment ça va finir. Écoute, Mika, je n'ai rien d'un romantique, mais je n'ai jamais forcé personne, rétorquai-je, agacé. Je veux bien le croire, sourit-elle en s'asseyant sur mon lit. Je m'allonge à côté d'elle en fixant le plafond où j'ai collé une myriade d'étoiles phosphorescentes pour Camille quand elle était enfant, car elle avait peur du noir. Tu sais, tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps, dit-elle en me caressant le visage. Quelqu'un que tu as aimé ou haï. Les deux, répond-elle en se penchant vers moi pour m'embrasser à nouveau. Chapitre 8. Camille. Je suis perdue, rageai-je. Désorientée, j'erre dans les galeries depuis plus de 4 heures. À part des rats, je n'ai pas croisé âme qui vive. La panique commence à s'emparer de moi. Soudain, il me semble entendre des voix un peu plus loin. Je me mets à courir en direction du son et j'arrive à un embranchement. Sans réfléchir, j'emprunte le tunnel de droite et j'accélère l'allure. Tout à coup, je trébuche sur une pierre et je m'étale de tout mon long, lâchant la lampe qui s'éteint. Aïe, ma cheville! Je m'assois contre la paroi et j'allume ma frontale. On va me retrouver dans 10 ans dévoré par les rats. On identifiera mon squelette grâce à l'alliance de papa que je porte autour du cou. Tout ça à cause de cet abruti de Quentin. Natsu avait raison de se méfier de lui. Je masse mon pied endolori. Les voix se sont tues. Comme toujours, j'ai foncé sans réfléchir. Je me lève avec prudence et je claudique vers le carrefour. J'emprunte l'autre galerie qui descend en pente douce, mais bientôt, je dois m'arrêter. Elle est inondée. Je comprends mieux pourquoi Quentin portait des bottes. Je rebrousse chemin et je continue à avancer, mais ma cheville de plus en plus douloureuse ralentit ma progression. Soudain, le sol s'élève et sa nature change. Il est devenu instable. Des branches, ici. Quant au plafond, il est toujours à la même hauteur. Le boyau se resserre. J'éclaire la pente. Je ne peux réprimer un cri d'horreur. Je marche sur une montagne d'ossements. Vite, je fais demi-tour. Mais je m'arrête net au bout de quelques mètres. 3 paires d'yeux jaunes luisent dans l'obscurité devant moi. Ma lampe confirme mon pressentiment. Des rats. Les immondes rongeurs ne bougent pas, attendant que je tombe d'épuisement pour se repaître de mon cadavre. Je frissonne en réfléchissant à l'alternative qui s'offre à moi. Des rats ou des tibias. J'opte pour la deuxième solution, après m'être mentalement excusée auprès de ceux que je m'apprête à piétiner. Je parcours plusieurs centaines de mètres. L'épaisseur des ossements augmente. À un moment, je dois même avancer à 4 pattes, tant la hauteur est faible. Enfin, au détour d'un boyau, l'ossuaire se termine par un trou béant dans la paroi. Je jette un coup d'œil de l'autre côté, et je découvre avec soulagement une galerie perpendiculaire, dont le sol est en terre. Je me glisse dans l'ouverture et je saute. La réception est rude. Je grimace et masse ma cheville qui me fait de plus en plus souffrir. Soudain, je sens sur mon visage un courant d'air glacé qui vient de droite. Pourtant, le mur ne présente aucune fissure à cet endroit. Une grosse racine a traversé la roche au niveau du plafond et dessine des formes étranges.
J'ai comme une impression de déjà-vu. Un bug dans la matrice? Un souvenir d'une vie antérieure? Je tâte la paroi pendant de longues minutes. Je me hausse sur la pointe des pieds et j'appuie sur une pierre ronde encastrée entre des ramifications de la racine. La pierre commence à s'enfoncer. Je presse plus fort et je sens tourner le pan de mur devant moi. Retenant mon souffle, je me glisse dans l'ouverture juste avant qu'elle ne se referme. Je me retrouve dans une petite pièce à l'odeur de renfermé, au fond de laquelle un escalier. Je le gravis aussi vite que ma cheville blessée me le permet. Au bout d'une 50aine de marches, il s'arrête net. De rage, je donne un coup de poing dans le plafond en granit noir. Du granit. La tombe de papa est dans ce matériau. Je pousse la dalle avec mes 2 mains. Il me semble qu'elle a bougé. Je marque-boute de toutes mes forces, le dos contre le plafond. Rien. Je recommence, en vain. Je vais mourir ici, pensais-je, gagné par la panique. Soudain, la cavité s'inonde de lumière. Je sens de l'air frais sur mon visage. Je continue à pousser. La dalle s'est soulevée. Elle est en fait beaucoup plus fine qu'une dalle ordinaire. Je la déplace sur le côté et je dégage une ouverture assez large pour que je puisse m'y glisser. Enfin libre. Mon portable vibre plusieurs fois, signalant l'arrivée de SMS que je ne prends pas la peine de lire. Je suis entourée de tombeaux et je suis sortie de l'un d'eux. Je suis dans le cimetière du Montparnasse, pensais-je, soulagée. Après avoir refermé la dalle, je fais un crochet par la tombe de la famille Léry, puis je me dirige vers la grille qui vient d'ouvrir, accueillant les premiers visiteurs de la journée. Un quart d'heure plus tard, j'entre dans la maison silencieuse. À pas de loup, je me faufile dans la salle de bain. Le pansement qu'Abby m'a mis sur la main est noir de terre. Je le retire avec précaution. La blessure n'est presque plus visible. Elle a vite cicatrisé, m'étonnai-je. Après une douche rapide, je regagne ma chambre et je me jette sur mon lit sans même défaire les draps. Je m'endors d'un sommeil sans rêve. 2 heures plus tard, une douleur lancinante à la cheville me réveille. Mon pied a enflé. J'enfile un short en jean et un débardeur et je lis les messages sur mon téléphone. 2 SMS d'Étienne qui me demandent de mes nouvelles après ma dispute avec Natsumi et 4 MMS de Rose qui a photographié ses squelettes sous toutes les coutures. Rien en provenance de Quentin et surtout rien de Natsumi. Je me rends dans la cuisine en boitant et j'ouvre la porte du frigo. « Tu es blessé ?» Je sursaute. C'est Dan, occupé à prendre son petit déjeuner. J'aimerais lui raconter ce qui s'est passé avec Quentin, mais ses sourcils froncés m'en dissuadent. Je n'ai aucune envie d'entendre ses remontrances, qui, pour une fois, seraient bien méritées. « C'est rien », dis-je en haussant les épaules. Il me force à m'asseoir et examine ma cheville. Je proteste pour la forme, ravie qu'il s'intéresse enfin à moi. « Ce n'est pas rien, Camille. Prépare-toi, je t'emmène aux urgences. Comment tu t'es fait ça ?» J'ai trébuché sur une pierre et je me suis étalée, grimaçai-je en espérant qu'il ne me demande pas où ça s'est passé. « Tu étais toute seule ?»« Oui, j'ai écourté mon rendez-vous avec Quentin. Divergence d'opinion. »« Tant mieux, » dit Dan. « C'est un abruti. »« Tu le connais ?» m'étonnai-je. « Non, mais tu tombes toujours amoureuse d'abrutis. »« Ce n'est pas faux, pensai-je. »« Tu peux parler, bougonnai-je. »« Moi, je ne suis pas amoureux, » dit Dan. « Tu ne l'as jamais été ?» Dan prend sa tasse de café qu'il boit à petites gorgées. « Je n'ai pas dit ça, » répond-il enfin. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait jeter ?» Il me lance un regard que je n'arrive pas à déchiffrer, puis il soupire. C'était impossible entre nous. Pourquoi? Elle était mariée? C'est la seule explication plausible. Je n'ai jamais vu aucune fille résister à son charme. Il pose la tasse sur la table avec un claquement sonore. « Ça suffit, » tonne-t-il. « Je n'ai pas envie d'en parler. » « Et tu n'as pas envie non plus de parler de ton rencard d'hier avec Michaela, je suppose. » J'étais dans un état second, mais j'ai repéré ses chaussures à talons devant l'échelle menant au grenier. Dan se radoucit aussitôt. « Non plus, » répond-il en souriant. Chapitre 9. Antoine. J'ai soif,
articulai-je avec difficulté. J'émerge peu à peu de l'état d'inconscience où l'injection m'a plongé depuis hier. J'essaie de bouger, mais d'épaisses sangles de cuir me maintiennent aux poignets, aux chevilles et à la taille. Un sentiment d'impuissance me submerge. Je gémis et je me débats pour la forme. Du calme, lance le médecin en approchant un verre d'eau de ma bouche. Libérez-moi, je vous en supplie. Expliquez-moi d'abord ce qui vous a pris. Je bois plusieurs gorgées, mais je ne réponds pas. Un mot de travers, et je risque de rester saucissonné à mon lit pendant des jours. Encore ces hallucinations, n'est-ce pas? Demande l'homme en agitant devant mon nez la montre à gousset qu'il porte autour du cou. Quel idiot! Il n'a toujours pas compris qu'il n'arriverait pas à m'hypnotiser. J'acquiesce. Je suis terriblement désolé. Je n'en avais pas eu depuis des années. Mais je vous assure que ça ne se reproduira plus. Vous pouvez me libérer maintenant. Le médecin me fixe en silence pendant quelques secondes qui me semblent une éternité. Je vais augmenter votre traitement, dit-il enfin en desserrant les sangles qui emprisonnent mes mains. Ce n'est pas la peine, dis-je. Si, j'insiste, je ne peux tolérer des actes de violence dans mon service. Mais puisque je vous dis que... Taisez-vous. Bien. Il paraît que votre fille est venue vous voir, ajoute-t-il sur un ton radouci. Vous ne m'aviez jamais parlé de votre fille. Une fille? N'importe quoi, pensai-je en me redressant avec difficulté. Je sais bien que je suis fou, mais pas au point d'oublier l'existence de mon propre enfant. Ça a dû m'échapper, avec tous les médicaments que je prends, dis-je. Mais je m'en souviens maintenant. Le médecin m'observe d'un air suspicieux. Et comment s'appelle-t-elle? Aucune idée, pensai-je, et je m'en fiche. Carole, Camille, Caroline, ça commençait par K. Camille, hasardai-je sans conviction. Satisfait, il hoche la tête. Si elle revient, voulez-vous la voir? Demande-t-il en me tendant le verre et 2 comprimés blancs. Non, pensai-je, mais cette gamine connaît mon Danny. Je donnerais n'importe quoi pour avoir de ses nouvelles. Je prends le verre, mais mes mains tremblent tellement que je renverse la moitié de son contenu sur mon t-shirt. Le médecin m'aide à boire une gorgée d'eau. Je l'attends, dis-je après avoir avalé les comprimés à contre-cœur. Je devrais pouvoir caser un rendez-vous dans mon agenda de ministre.